Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une, ce soir, les artisans reçoivent leur part du fonds Covid. Exactement 5 milliards ont été distribués à quelques 30 000 artisans dans cette première phase. À Kolda, le centre de formation professionnelle de Dabo est dans le noir. L'établissement n'arrive pas à garantir la phase pratique à ses pensionnaires pour défaut de courant. Nous serons donc à Kolda où nous attend notre correspondant Seydou Diata. Et comme tous les samedis, votre rubrique, l'article de la semaine qui s'intéresse à la disparition de la meilleure élève du Sénégal à travers la une de Réumi Quotidien. Bienvenue à tous. 30 000 artisans ont reçu 5 milliards ce matin. C'est dans le cadre du fonds Force Covid destiné aux artisans. À terme, 130 000 devront bénéficier de ces fonds de résilience selon le docteur Papa Amadou Ndiaye, ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel. Il est interrogé par Babacar Seck. Sachez que tous les artisans présents ou au niveau de leurs ateliers sont dans notre pensée. Ce montant s'élève à 25 milliards de francs CFA. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la première phase. Cette première phase s'élève à 5 milliards de francs CFA. Cette aide sera de 150 000 francs CFA par artisan. Pour ça clair. Donc, le total en relais est de 160 000 artisans. Mais pour la première phase, le montant est de 30 000 artisans. Donc, pour la première phase du lancement que nous faisons aujourd'hui, c'est un lancement de 30 000 artisans, puis qui sera suivi de deuxième et de troisième phase afin d'englober les 160 000 en relais. Et direction Kolda, le centre de formation professionnelle de Dabo fonctionne sans électricité depuis sa création. L'établissement n'arrive toujours pas à allier la théorie à la pratique faute d'énergie. Les pensionnaires lésés par la situation ont observé avec leurs professeurs un arrêt de travail. Reportage Seydou Diata. Depuis sa création en 2015, ce centre dédié à la formation professionnelle n'a jamais manqué d'équipements et autres matériels nécessaires pour la pratique. Malheureusement, l'absence de l'électricité retarde toujours son utilisation. Nous avons la filière agri-élevage, la filière habillement, la filière restauration, la filière coiffure et la filière développement local. Mais on travaille dans des conditions extrêmement difficiles. Parce que sans électricité, un centre de formation, normalement, ne peut pas fonctionner. Dans un contexte où la formation professionnelle obéit de plus en plus à certaines règles conformément aux exigences des temps modernes, travailler exclusivement sur la théorie ne réunit pas les conditions pour garantir l'employabilité en dépit de la baisse des performances. Nous parlons d'approche par les compétences. Et l'approche par les compétences nécessite un tiers théorie et deux tiers pratique. En développement local, il y a des compétences qui nécessitent l'informatique. En habillement, il y a l'utilisation des machines surfileuses, surjeteuses, etc. On utilise des fours électriques, on utilise les congélateurs et les frigos pour mettre au froid. Mais ça, on ne peut pas le faire sans électricité. L'électricité impacte beaucoup au niveau de la formation. Les élèves sont partis au CAP, il y avait une machine que les élèves ne savaient pas manipuler en habillement. Ça les a pénalisés. Pour attirer l'attention des autorités, élèves et professeurs ont décidé d'observer un arrêt de travail. Depuis l'année passée, on devait faire les cours en informatique. Jusqu'à présent, on a nos machines qui sont là. En restauration aussi, ils ont leurs outils. En coiffure aussi, ils ont leurs outils. En habillement aussi, ils ont leurs outils. Du coup, le problème, c'est l'électricité continue. Mais au niveau du centre, jusqu'à présent, il n'y a pas de liste. L'arrondissement de Mampatim est composé de 6 communes. Du coup, les maires aussi doivent jouer un rôle
les populations, surtout l'État. Entre autres problèmes jusqu'ici sans solution, le manque d'eau potable. L'unique pompe immergée qui alimentait l'établissement est tombée en panne depuis maintenant 2 ans. Et retour à Dakar, le marché de samedi situé sur la route du Front de Terre est l'un des marchés hebdomadaires les plus connus. Cependant, les nouvelles mesures contre le coronavirus impactent le commerce. Nima Sadio et Moussa Fall y ont fait un tour. Marché hebdomadaire de Castor, c'est le vide total. Les quelques vendeurs sur place circulent le long de la chaussée à la recherche de clients. Certains d'entre eux sont en train de remballer leurs produits, pendant que d'autres échangent entre eux. C'est à l'image de ce vendeur rencontré non loin du lieu habituel du marché hebdomadaire. C'est seulement les marchés hebdomadaires qu'on a fermés et non les autres marchés. Et ça, ce n'est pas normal. Il aurait dû nous comprendre et nous laisser travailler, alors que nous ne travaillons que les samedis. Pas de clients, un business contaminé par le contexte. Ce marchand est complètement désemparé. Chaque jour, on vient ici et la police vient à chaque fois nous demander de partir. C'est très difficile et ça fait mal alors qu'on doit manger et envoyer de l'argent à notre famille. Et c'est très difficile pour nous tous. Tout comme ses amis, ce vendeur abonde dans le même sens. Le fait qu'il ne soit pas instruit en est une explication. On n'a que ce travail, on avait un autre métier, mais c'est difficile. C'est pour cela qu'on s'est reconverti en vendeur. Peut-être qu'ils croient qu'on est des illettrés et qu'on n'a personne pour nous aider. C'est pour cela qu'ils ne nous accordent pas d'importance. Depuis l'augmentation du nombre de cas liés au coronavirus au Sénégal, les marchés hebdomadaires ainsi que les rassemblements sont interdits. Un coup dur pour le commerce des vendeurs qui demandent à l'État de revoir sa décision. Nima Sadio, parlant des cas, aujourd'hui on note 342 nouvelles contaminations sur un total de 2527 tests, 3 décès enregistrés, 41 cas graves sont admis en réanimation et 144 patients ont été contrôlés négatifs, donc guéris. Lutte contre le trafic de bois, les professionnels saluent l'engagement des États sénégalais et gambiens matérialisé hier lors de la réunion bilatérale entre les deux ministres des Affaires étrangères des États respectifs. Nos reporters Abou Tedisso et Seydina Mbaye se sont rendus à Fass dans des ateliers de menuiserie. Regardez. Fass. Les ateliers de menuiserie jalonnent les trottoirs le long du canal 4. Ces artisans saluent les mesures des États du Sénégal et de la Gambie pour combattre la coupe et le trafic illicite de bois en Casamance. Les arbres que ces gens coupent de façon illégale, quelle qu'en soit l'utilisation, ce n'est pas normal. Ils les coupent pour les revendre. Le bois que nous utilisons le plus, c'est le bois rouge, le bois fraqué et surtout le bois djibouti. C'est d'ailleurs ces types de bois que les clients préfèrent. Dans ces ateliers, on trouve divers types de bois. Le bois importé est le plus prisé, même s'il est le plus cher. Le bois local, le dimbe notamment, est également bien utilisé, surtout pour sa qualité. La coupe illicite de bois en Casamance ne nous arrange pas du tout. Nous utilisons aussi bien le bois importé que celui qui nous vient de la Casamance, surtout le dimbe et le bois de veine. Utilisé partout, le bois fait l'objet de beaucoup de convoitises. Cette volonté affichée de lutter contre sa coupe et son trafic illégal doit surtout être suivie de mesures concrètes. Artisanat toujours, veiller au respect de l'environnement et faire vivre leur art. Ces artistes prônent le consommer local. Ils recyclent des pneus usés pour en faire des meubles, fleurs, fauteuils, entre autres. C'est un reportage de Aïssatou Kane et Seydina Mbaye. Évoluer dans l'écologie responsable n'est pas seulement faire usage des matériaux naturels,
c'est aussi recycler des matériaux non biodégradables. Ces artistes utilisent la technique de séquestration afin de faire des pneus usés, des assises stables. Avec l'aide de mon apprenti, j'ai réfectionné des chaises ainsi que des motos. À Castor, Cité Marine, nous avons rencontré un artiste. Abdoulaye Sissoko fait des meubles 100% écologiques à partir de pneus usés et de ferraille depuis 2 ans. 2 ans, là, a commencé. J'ai commencé il y a de cela 2 ans. J'utilise les pneus que les gens ont jetés à la poubelle, je les récupère, je les lave afin d'en faire des dessins, des peintures, puis je les expose. Dagogo, peinture, après exposé. Cet artiste de profession a fait de son art un engagement communautaire en faisant fi de toute aide de la municipalité. Bon, donc on donne parce que à la base, je faisais juste l'activité pour la salubrité de mon quartier, puisque c'est ma communauté. Ensuite, j'ai pensé à recycler les pneus et c'est de là qu'est née l'inspiration. Personnellement, je n'attends rien de l'État. Son propre moyen là, c'est amul kenn ko xamantene jogé na ci nguur ñoo japp ci nak. Sissoko tire ses revenus grâce aux commandes et les marchés qu'il gagne. Sincèrement, j'ai de bons revenus. Le camion qui se trouve derrière moi, c'est une commande qui doit partir à Kaffrine. Ce sont des lave-mains et c'est le 3e marché que je gagne. C'est pas la première fois, presque 2 fois ou 3 fois, mais je commande. Ces artistes qui évoluent dans le recyclage des pneus jouent leur partition dans la protection de l'environnement. Ils appellent les jeunes à s'ouvrir au recyclage pour faire d'une pierre deux coups, préserver l'environnement et gagner leur vie. Et c'est au cas où on reste toujours dans le recyclage car à la place du portrait du jour, on aura droit à la découverte d'un groupe de jeunes qui s'activent également dans le recyclage. Tout a commencé en 2015 avec la conférence de Paris sur les changements climatiques. Ces jeunes, après leurs études théoriques, se sont lancés dans la pratique et c'est dans les décharges publiques qu'ils se rendent à la recherche de la matière plastique avant de démarrer le recyclage de cette matière et d'obtenir ainsi du matériau de construction comme le pavé ou le pétrole. Abdourahmane Li. Leurs âges sont compris entre 26 et 30 ans tout au plus. Ils s'activent dans le recyclage. Ils transforment des déchets plastiques en matériaux de construction comme des pavés. Ils sont 3 à l'œuvre. Nous avons réparti les tâches. C'est moi qui gère l'administration, les relations extérieures et la commercialisation. C'est lui qui gère tout ce qui est transport. Et son grand frère, c'est le chef de production. Ces jeunes ont eu l'idée de ce projet lors de la conférence de Paris sur les changements climatiques. Ils y ont relevé des questions essentielles pour en faciliter sa mise en œuvre. C'était au mois de novembre 2015. Donc, à la question qui était souvent évoquée, c'était la problématique de la gestion des déchets plastiques, parce que il y a des millions de tonnes de plastique qui sont dans la mer. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ne pas me pencher à ce problème, vu que j'aspire à devenir un entrepreneur. Et un entrepreneur, c'est un vendeur de solutions. Des jeunes qui ont transformé les problèmes des déchets plastiques en opportunités. La cible, 2 objectifs. Le but principal, c'est de concilier écologie et économie. Parce que nous sommes dans un pays où le taux de chômage à des jeunes s'accroît de manière exponentielle, mais aussi le problème de la gestion des déchets est un véritable problème. Mais d'abord, la collecte dans les décharges. Nous nous rendons, vous savez, au Sénégal, les ordures sont éparpillés un peu partout dans la nature. Donc, nous nous rendons dans les décharges pour collecter le plastique, puis revenir
aussi de production. Nous allons les trier, aller laver, aller sécher avant de passer à la production. Des jeunes qui produisent également du pétrole. Aujourd'hui, ils annoncent être en pourparlers avec une entreprise française afin d'optimiser leur production. La matière plastique est fabriquée à base de pétrole. Donc, il y a un procédé chimique qu'on appelle la pyrolyse, également aussi la thermolyse. Donc, c'est un procédé de distillation qui permet de faire retourner la matière plastique à son état originel, c'est-à-dire du pétrole. Donc, et à partir de certains mécanismes, vous pouvez tirer du carburant. Non, actuellement, nous sommes en négociation avec certaines entreprises. Donc, nous ne sommes pas encore d'accord sur les principes. Donc, nous ne pouvons pas aller plus loin que ça. Ils espèrent par ailleurs un appui de l'État, ce qui leur permettrait d'attaquer des marchés plus intéressants. Et la notre culture dans cette édition, la musique telle que pratiquée aujourd'hui doit être revue. La jeune génération est trop pressée. Parole de l'artiste Mamadou Lamine Maïga, de retour au Bercail avec expérience. Son nouvel album présenté hier vendredi, compte rendu à Damassar et Moussa Fall. Après 13 ans en Italie, l'ancien membre du Super Diamono vient rendre ses lettres de noblesse à la musique sénégalaise. Il faut que les jeunes d'aujourd'hui doivent accepter d'aller apprendre la musique. Les gens n'ont plus le temps d'aller faire des recherches et ils refusent qu'on leur prodigue des conseils. C'est pourquoi j'ai choisi le nom expérience en espérant que cela va changer les mentalités et permettre à la musique générale de retrouver son lustre d'antan. La question de l'émigration clandestine lui tient à cœur, lui qui a vu la souffrance qu'endurent les Africains en Europe. C'est vraiment une solution pour nous, il faut aider les jeunes à trouver d'autres solutions. L'immigration clandestine n'est pas une bonne idée. L'Europe n'est pas un Eldorado. Les conditions ne sont pas bonnes. Vous voyez ce qui se passe entre Calais et l'Angleterre. C'est vraiment inhumain. Entre la France et l'Angleterre. Ça fait plus de 3 ans. L'album Expérience, qui compte 10 titres, est réalisé grâce à un partenariat avec la LONASE, qui entend accompagner Mamadou Lamine Maïga dans son retour au pays natal. 16 janvier 2005, 16 janvier 2021, voilà 16 ans, jour pour jour, que nous quittait l'enfant prodige de Pikine Nongolo. Son décès avait plongé tout le Sénégal dans l'émoi total et la tristesse. L'interprète de Ndortel, Tahis Adouna, entre autres, était très adulé des Sénégalais qu'ils portaient tous dans leur cœur. ITV lui rend hommage tout à l'heure à 21h, donc à suivre sur notre antenne. Votre rubrique hebdomadaire, l'article de la semaine, s'intéresse à la disparition de Diary Sow, étudiante en prépa physique-chimie de Louis le Grand de Paris. Occasion pour nos confrères de Réumi Quotidien de se pencher sur le nécessaire confinement de nos cadres. Beaucoup d'enseignements à tirer donc, selon le directeur de la publication, Hassan Samb. Le point avec El Hadj Malik Cissé et Moussa Fall. Diary Sow, son nom a fait le tour du monde. Sa disparition a surpris plus d'un et elle fait les choux gras de la presse. Prétexte pour Réumi Quotidien de se pencher sur la nécessité de confiner nos cadres. Nous avons pris prétexte de la disparition de notre compatriote Diary sur la nécessité de retenir nos cadres, nos élites, les meilleurs élèves, les meilleurs étudiants, les futurs cadres donc, et dans nos États, pour les former nous-mêmes
Parce que quand même, pour ne pas encourager ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, et qui est une réalité aujourd'hui, parce que qui est par ailleurs encouragée d'ailleurs par de grandes puissances qui souhaiteraient avoir un peu la crème de l'intelligentsia à travers le monde entier, du fait de leurs moyens, de grandes capacités d'accueil, mais aussi des moyens pour favoriser la recherche. Parce que nous formons, c'est vrai, dans nos États, mais nous n'encourageons pas la recherche. Confiner nos cadres, oui, et c'est bien possible aux yeux du directeur de publication de Rewmi Quotidien. Pour y arriver, il faut renforcer la formation à distance. Objectif, faire face à la fuite des cerveaux. Il est regrettable, bien entendu, qu'à chaque fois que nous avons quelqu'un d'excellent, comme Diary Sow, nous pensons tout de suite à l'envoyer en France. Et pourquoi pas le retenir ici. Et aujourd'hui, il faut retenir la leçon, aller dans le sens d'investir au niveau non seulement des écoles et des universités, mais également au niveau des infrastructures sanitaires et de l'équipement, de toute forme d'équipement, au niveau de la sécurité. Et donc, essayer de créer une sorte de révolution et savoir compter sur soi. Il me semble que c'est important, parce que si nous retenions nos élites, nos meilleurs élèves, nos meilleurs cadres, peut-être qu'il n'y aurait pas de cas Diary Sow. Je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir de la coopération. Évidemment, la coopération, elle est nécessaire, surtout la coopération universitaire. Mais elle doit se faire d'une façon d'égal à égal, comme on dit aujourd'hui, dans le langage aujourd'hui instauré un peu par la Chine, c'est-à-dire win-win, gagnant-gagnant. L'Occident reste toujours une attraction. De nouveaux bacheliers ou encore des intellectuels ne diront pas le contraire. Mon confrère va plus loin et ironise. Il est temps de faire le consommer local. Cette attraction-là, ce n'est pas seulement sur l'ouvrier, le maçon, le pêcheur qui prend la pirogue pour aller en Occident, pensant que c'est l'Eldorado. Les intellectuels aussi réfléchissent parfois de cette façon-là, en se disant que oui, s'ils vont en France, peut-être qu'ils auront un meilleur enseignement. Nos enfants, y compris mon fils, pensent que peut-être que c'est en France qu'il aura forcément un meilleur enseignement. Mais je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Et c'est vrai que il ne faut pas oublier que nous avons des professeurs sénégalais qui enseignent dans ces universités-là. Nous avons Mamadou Diouf, nous avons Souleymane Bachir Diagne, aujourd'hui Philomène Sarr, etc. Nous avions Pathé Gueye, c'est mon Pathé Gueye à l'époque. Ouais, donc nous avons des universitaires, des professeurs qui sont assez valables et qui sont également recrutés dans ces universités-là. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est avoir une volonté politique dans ce sens. Chaque pays a sa vision du monde. Les réalités diffèrent. Le Sénégal, pour sa part, doit mieux faire pour développer la recherche. Il y a cette coopération au niveau des échanges universitaires. Moi, je dis que c'est bien, mais les gens font tout pour que les gens viennent dans leur pays, et que les étudiants viennent dans leur pays. La France, les Occidentaux le font, mais la Chine aussi, la Russie n'est pas en reste, les États-Unis, les gens donnent des bourses, le Canada, etc. Pourquoi? Parce qu'une fois ces étudiants sur place, ils seront en quelque sorte, entre guillemets, formatés à leur propre vision du monde, à leur propre culture. Et tous ces gens-là qui reviennent dans leur pays, parfois, ils reviennent avec des idées, des prérequis, c'est-à-dire des idées préconçues sur la civilisation, sur le monde, sur la façon de penser. Ouais. Et donc, les Occidentaux, notamment, ont intérêt à ce que nos meilleurs élèves, nos meilleurs étudiants arrivent dans leur université, parce que simplement, après, ils seront les meilleurs vecteurs de leur civilisation et de leur culture dans leur pays. Le nécessaire confinement de nos cadres, une stratégie à exploiter, selon l'auteur de l'article. Il s'est intéressé par ailleurs au processus d'accueil des étudiants étrangers. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur www.emedia.sn. Je vous retrouve demain à 19h45. Bonne soirée.